Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. Élection présidentielle du 7 septembre. Le vote de la communauté nationale à l'étranger débute dans 5 jours. L'autorité nationale indépendante des élections a déjà sillonné plusieurs circonscriptions électorales et fait un état des lieux des préparatifs pour assurer le bon déroulement des présidentielles à venir. Près d'1 million d'électeurs répartis sur 6 zones géographiques sont donc appelés aux urnes. Au sein de la diaspora, la participation aux différents scrutins dans le pays relève d'abord d'une tradition ancrée dans l'esprit des Algériens de l'étranger, un nationalisme à distance qui ne s'est jamais rompu et qui s'est même forgé dans le sens d'une relation affective et bienveillante. L'occasion de parler donc du niveau d'ancrage politique et social et de l'engagement économique de cette communauté de l'étranger en Algérie. Doit-on faire plus et quoi précisément pour la faire adhérer notamment au processus de diversification économique? Plusieurs pays ont vu se développer certains secteurs d'activité grâce au retour de la diaspora dans leur pays d'origine. Pour en parler, nos invités, d'abord sur le plateau, Kamel Mensari, directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant et consultant de Canal Algérie. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, via Skype, depuis Paris, Bedis Renissa, membre de l'Observatoire national de la société civile. Bonsoir, Bedis Renissa, merci d'être avec nous. Bonsoir, je vous en prie. Également avec nous via Skype depuis Marseille, Nazim Sini, enseignant en économie. Bonsoir à vous également. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. On va commencer d'abord par, je vous disais, les préparatifs pour les élections présidentielles qui s'accélèrent à Bobigny comme à Pontoise en France. Une délégation conjointe consulaire et de l'ANI s'est rendue sur place pour donc en apprécier la cadence. 2 départements densément peuplés par la communauté algérienne à l'étranger et qui ont nécessité une logistique adaptée. À Afef Belhouchet pour le commentaire. Dernière ligne droite avant le 2 septembre, jour du début du scrutin pour les Algériens résidant à l'étranger. Après Paris, Nanterre et Créteil, c'est au consulat d'Algérie à Bobigny que la délégation d'inspection de l'ANI s'est rendue pour s'assurer des mesures et moyens mis en place pour garantir le bon déroulement du scrutin, mais pas seulement. Un état des lieux a été fait aussi bien par monsieur le consul que par monsieur le délégué de l'ANI à Bobigny. Nous avons énormément échangé. Ils ont soulevé plein de questions relevant du droit, mais aussi de la logistique et d'autres questions relevant de l'organisation du scrutin. Nous estimons que le travail a été bien fait par l'ensemble de l'équipe et nous attendons le meilleur rendement, surtout un taux de participation. Et contrairement aux autres consulats d'Algérie en Île-de-France, ici, un seul centre de vote regroupera l'ensemble des bureaux, et ce, pour une raison bien précise. Nous, à Bobigny, on a un seul département, alors on a opté pour ouvrir un seul centre où il y a 15 bureaux au niveau de la chancellerie. C'est le département le plus petit, certes, mais le plus dense. En effet, à la différence du consulat d'Algérie à Bobigny, qui couvre un seul département, celui à Pontoise s'étend sur 7 départements, nécessitant une logistique bien plus complexe. 4 centres et 15 bureaux de vote sont au total prévus pour accueillir les près de 60 000 électeurs. Pour leur faciliter la tâche, le consulat d'Algérie à Pontoise a innové en utilisant des QR codes permettant de repérer son bureau de vote en fonction de son lieu de résidence. Sachant que la distance entre Cergy-Pontoise et le point le plus reculé de la circonscription dans la ville de Rouen est de près de 400 km, le travail accompli ici mérite des encouragements et d'être mis en avant, notamment en ce qui concerne l'application qui facilite aux électeurs la localisation de leur bureau de vote. Monsieur Khalfani et le reste de la délégation ont également assisté à une simulation du jour du scrutin et échangé avec les bénévoles encadrant les bureaux de vote, équipés également d'imprimantes permettant, en cas d'oubli, d'imprimer un duplicata de la carte d'électeur sur place. Voilà donc pour les préparatifs et l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, qui veille à la cadence et à la qualité aussi de ces préparatifs. On va faire un premier tour de table. Donc dans ce premier sujet, Kamel Mensari, on entend le représentant de l'ANI évoquer le taux de participation. Il dit espérer des résultats après le travail effectué. On parle assez peu de cet enjeu, particulièrement lorsqu'il s'agit de la diaspora, alors que le taux de participation de la communauté nationale à l'étranger n'a fait finalement qu'évoluer au fil des décennies. Aux dernières présidentielles, l'ANI avait communiqué un chiffre de 20% pour toute la diaspora et 30% dans les bureaux itinérants. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce taux de participation ?
certes, ça sert toujours de baromètre, un taux de participation, notamment pour l'intérêt qui est porté par l'électeur, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Donc ça reste une façon d'analyser un petit peu l'apport de la communauté. Bien évidemment, il faut tenir compte des conditions dans lesquelles se déroule ce scrutin, c'est-à-dire à chaque fois, donc au fil des ans. Donc cette année, il sera différent des précédents scrutins pour la simple raison que la technologie s'invite cette fois aussi donc, en matière pour faciliter justement l'accès au bureau de vote ou l'accès pour pouvoir participer. Donc généralement, donc, c'est un baromètre, surtout dans un pays comme la France où la plus forte communauté se trouve algérienne est établie. Donc c'est aussi un indicateur de l'intérêt que portent les électeurs ou la diaspora algérienne à ce rendez-vous. Donc on est généralement face à plusieurs lectures. La première est l'attachement ou l'intérêt porté par la diaspora algérienne à cette élection. Généralement, on voyait beaucoup de vieux qui votent par rapport aux jeunes. Donc, les personnes âgées, oui. Oui, les personnes âgées. Donc, la deuxième des choses, c'était de savoir si les programmes présentés par les candidats étaient de nature à satisfaire. Je ne parle pas de cette élection, je parle en général. En général, oui. Donc, est-ce que les programmes sont attirants? Est-ce que les votants, c'est-à-dire les électeurs, retrouvent leurs aspirations ou sont conformes à celles présentées par les candidats? Dans les discours. Donc, c'est toujours cette... et en plus de ça, donc, la communauté algérienne à l'étranger n'est pas tout à fait partisane, donc ils ne sont pas membres de partis politiques. Donc on va en parler, oui. C'est une communauté qui est éparpillée, elle a ses préoccupations. Rares sont ceux qui sont adhérents à des partis politiques, oui, ou à des représentations de partis, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Donc il y a une affinité politique. Donc toujours est-il que l'élection est une façon d'analyser le rapprochement, l'intérêt que porte la diaspora pour le vote. Vous dites que c'est un intérêt affectif finalement, en première lecture. Affectif lorsqu'il s'agit du pays. Parce que oui, quand on dit affectif, donc c'est patriotique. Oui. Donc on peut parler de ça. Il y en a qui votent parce que c'est l'Algérie, donc ils votent parce que c'est un mécanisme, un réflexe qu'ils développent au cours des années. À chaque fois qu'il y a un scrutin, il est engagé. Beaucoup sont engagés dans cette perspective. Et la deuxième, c'est le fait qu'il y a un choix à faire. Donc ce n'est pas simplement le geste, mais par rapport à des programmes, lorsque le programme est conforme aux aspirations de l'électeur. C'est vrai que 20% de la population, c'est très peu, donc, parce que, très peu, pas par rapport à la population, mais les nombres d'inscrits. Donc, on a 1 million. Bon, auparavant, c'était pas 1 million, mais ça se rapproche un peu. Donc, 20%, il y avait aussi la Constitution, donc, qui a posé un problème, parce que c'était une période de la Corona, donc c'était y compris pour... Et puis, il y a la désaffection, c'est-à-dire l'acte politique n'est pas toujours... Attention, il ne faut pas croire que l'acte politique ne se traduit, ne s'affirme qu'uniquement par le vote. Il s'exprime par différentes autres manières. Ce n'est qu'un paramètre, mais en même temps, ce n'est pas le seul et unique baromètre qui peut dire... Justement, on va répondre à cette question précisément. Absolument. Donc, le taux de participation est un indicateur. Mais pas le seul. Mais pas le seul. Il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte. Notamment... On va y revenir parce que cette question est très importante et je comptais justement la poser. On va poser cette même question à nos autres invités. Monsieur Badis Renissa. Badis Renissa, vous avez déjà eu l'occasion de parler à propos justement du taux de participation que vous considérez personnellement comme n'étant pas un enjeu crucial pour les rendez-vous électoraux concernant évidemment la diaspora. Je parle plutôt d'autres, effectivement. C'est un enjeu majeur, certes, mais qui peut être en détail dans une équation beaucoup plus globale. C'est-à-dire que quand on évoque, et je reviens pour ce qui a été dit à l'instant, la communauté est certes éparpillée, et certes peut-être non partisane, mais elle est très attentive, notamment en matière de tout ce qui est suivi de politique, notamment qui la concerne directement ou indirectement. Elle est très à cheval aussi sur ce qui se passe, en tout cas en Algérie, indépendamment bien évidemment de sa relation familiale, sa relation économique ou autre de toute nature. Elle est aussi, je dirais, très imprégnée et enclin aussi de suivre ce qui s'y passe. Donc aujourd'hui, oui, certes, les élections sont dans un contexte, un écosystème là aussi qu'il faut rappeler différent de 2019.
nous sommes à la lumière d'une Algérie qui gagne, une Algérie qui a renoué avec l'espoir, une Algérie qui a su tendre la main à une communauté qui parfois a été par le passé, certes, on a tourné la page, mais qui a été marginalisée aujourd'hui, à l'écouter. C'est le mot que je retiens à chaque fois quand j'évoque justement cette relation intrinsèque, mais surtout singulière, entre notre diaspora et la mère patrie. Donc on est écouté, on est entendu, aujourd'hui, Allah a son mot à dire. Et ça, c'est très important de le souligner. Donc le taux de participation vient d'une manière, je dirais, quasi logique et subsidiaire, notamment en matière d'actes ou de réactions, d'actes civiques, qui est un acte aujourd'hui, vous l'aurez constaté, est un acte salvateur, puisque aussi le contexte mondial, global, géopolitique et aussi de défis internes exige qu'aujourd'hui la diaspora est doublement, voire triplement impliquée, en tout cas dans ces élections. Et elle le fait savoir. Donc le taux de participation, si vous voulez, est un signal fort aussi pour, je dirais, asseoir cette nouvelle image, encore une fois, cette relation qui a été créée depuis quelques années maintenant à travers l'État algérien, les autorités notamment, dans le prolongement notamment à travers leur représentation diplomatique. Donc il y a ces passerelles qui ont été érigées notamment pour renforcer, consolider cette relation qui était déjà, comme je le disais tout à l'heure, singulière, qui est animée d'une relation fusionnelle, d'une relation, je dirais même passionnelle. J'aime toujours répéter ce concept du syndrome de la Bézédie. Vous savez, vous connaissez certainement le drapeau algérien qui est brandi à toutes les occasions, y compris les occasions algériennes, n'est pas impliqué. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, sauf qu'aujourd'hui, il y a un canal, il y a un boulevard, je dirais même, qui est cet acte civique, cet acte salvateur, qui est l'acte du vote lui-même, et sur lequel la communauté nationale compte bien exprimer sa voix, exprimer surtout sa parole, exprimer sa vision vis-à-vis des autorités algériennes qui ont su justement faciliter, accroître, mais surtout aussi amplifier cette caisse de résonance qui est la communauté nationale, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est très courtisée par notre pays. Aujourd'hui, le temps qu'elle revienne à la mère patrie, qu'elle revienne au pays, qu'elle donne sa valeur ajoutée, qu'elle compense aussi peut-être le retard par le passé avec, encore une fois, une société civile, un tissu associatif que je côtoie au quotidien, très dense, mais surtout aussi très impliqué, très engagé. On va en parler justement de l'application et l'intérêt collectif. On va parler justement de l'application de la société civile par rapport à la diaspora algérienne à l'étranger. Je poserai la même question aussi à Nazim Sini sur le taux de participation. Écoutez, pour moi, le taux de participation reflète la mobilisation et l'intérêt que porte notre communauté nationale établie à l'étranger. Il faut savoir que les chiffres estiment entre 3,5 millions et 4 millions d'individus établis en France, même si ces chiffres varient selon les instituts de sondage, selon les sources. Qui ne sont pas forcément immatriculés. 1 million d'électeurs, ce qui est quand même très important. Et puis surtout, vous savez, ce qu'il faut rappeler, c'est que les Algériens de l'étranger ont une relation viscérale avec l'Algérie. D'ailleurs, ils s'intéressent de très près au développement économique, à la scène politique algérienne, parce que ce qui se passe en Algérie les concerne directement. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une relation d'affect, mais ils se sentent partie prenante du développement économique et du développement tout court de l'Algérie. Pourquoi ? Parce que la plupart de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, au-delà d'avoir de la famille, ont envie de revenir en Algérie, ont envie de rentrer pour leur retraite, gardent des liens familiaux, vont marier leurs enfants en Algérie, vont investir dans l'immobilier en Algérie, vont créer des entreprises en Algérie, vont créer des emplois, etc. Donc ils ont une véritable attache. Et puis il faut aussi rappeler qu'aujourd'hui l'Algérie représente un refuge pour notre communauté nationale établie à l'étranger. Il suffit de voir les conditions délétères dans lesquelles elle évolue en Europe, avec la montée du racisme, de l'islamophobie, une crise économique qui est en train d'émerger en Europe et puis un peu partout dans le monde. Vous avez également des tensions sociales très importantes. Et aujourd'hui, là où elle se sent à l'aise, cette communauté, où elles se sont écoutées, elles se sont considérées, c'est évidemment en Algérie. Donc moi, quand je discute avec des personnes de notre communauté, notamment, vous savez, à la sortie des mosquées, au sein du consulat d'Algérie ou dans les commerces, ils se sentent vraiment impliqués, ils s'intéressent à cette élection. Pour la plupart, ils vont aller voter. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de leur devoir, il s'agit aussi d'un acte qu'ils veulent accomplir pour montrer leur attachement à l'Algérie et surtout, ils veulent que leur voix compte. Et encore une fois, ils veulent contribuer au développement et à l'essor économique de notre pays. Il suffit de voir
voir des exemples à travers le monde. Regardez la diaspora turque, comment celle qui vit en Allemagne, qui vit en Europe, s'implique dans son pays d'origine. Regardez les Mexicains aux États-Unis, qui contribuent pratiquement à 10% du PIB au Mexique. Donc je pense que, vu la taille, le poids et la, on va dire, la cartographie de notre communauté nationale établie à l'étranger, elle peut avoir un poids considérable, économique, politique, mais aussi sociologique pour l'Algérie. Alors, Kamel Mansari, justement, vous avez parlé de baromètre pour le taux de participation, mais il n'est pas le seul, justement. Alors, il est difficile aujourd'hui de définir le niveau d'ancrage de la communauté nationale à l'étranger, et des spécialistes de la question affirment que cette diaspora algérienne ne doit pas être considérée, ni même appréhendée comme un bloc monolithique. La 3e et la 4e génération des Algériens de l'étranger sont traversés par différents courants de pensée et appartiennent à différentes classes sociales et économiques, même s'il y a beaucoup de précarité, comme le dit Nazim Sini. Quels sont les autres baromètres, à part évidemment les participations au scrutin? Même si elle est diversifiée, bien évidemment, elle est les détentrices de différentes croyances ou de différents niveaux de pensée, pas forcément les croyances. Oui, quand je dis de croyances, c'est-à-dire des convictions. Je fais des gens en conviction. Donc on est là face à une communauté qui reste algérienne, même si elle est binationale, elle reste algérienne. Et l'attachement n'est pas simplement lié au fait que, parce que la génération actuelle, ou dans sa globalité, l'acte de voter n'est pas simplement parce qu'il y a un intérêt derrière ça, une économie, parce qu'ils veulent participer. Il y a déjà cet acte qu'il faut accomplir parce que d'abord, il s'agit de devenir du pays. Généralement, c'est ça le réflexe. L'Algérien à l'étranger, il n'a pas la même perception des réalités ou des choses de l'Algérie. Donc, il est différent. Il est plus préoccupé, plus crainte. C'est le seul qui, lorsqu'il est à l'étranger, et peut-être il est plus stressé que celui qui est à l'intérieur. Certes, parce que déjà, il est isolé. Deuxièmement, je vous parle de ça parce que j'ai vécu à l'étranger. J'ai un petit peu cette expérience-là. Plusieurs années. Donc, je comprends que l'acte de voter devient presque une obligation parce que c'est le seul, ça rattache avec l'Algérie. C'est l'occasion ou jamais. Il y a le 5 juillet, le 1er novembre, les réceptions organisées par les ambassades pour la diaspora algérienne, mais il y a un rendez-vous qui marque notre algérianité, c'est celui d'aller voter, pour quel que soit le parti pour lequel on vote, que ce soit législative ou présidentielle. Donc on est face à un acte d'abord. Bien évidemment, il y a le vouloir de participer, la volonté de participer, lorsqu'on trouve que le programme répond à nos aspirations. Et en même temps, bien évidemment, la communauté algérienne, surtout celle qui vit en France et qui vit ce qu'on a aujourd'hui, tout un tas d'attaques, de traumatismes, de défis auxquels elle doit faire face, l'insécurité, la xénophobie, le racisme, a au moins ce sentiment d'avoir un pays de rechange, un pays refuge aussi. Oui, c'est-à-dire que malgré ça, ils savent tous que tôt ou tard, si la situation se dégénère, ils ont tous cette idée de revenir au pays. Mais pas revenir juste parce qu'ils se sentent indésirables en France ou en Europe, mais aussi pour apporter pratiquement leur savoir-faire lorsqu'ils ont cette capacité de le faire. Et ça ne s'agit pas simplement de venir prendre sa retraite parce que une question de fin de vie aujourd'hui, il faut voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, beaucoup réfléchissent à revenir, mais pour créer de la richesse, pour travailler et avoir leur propre business. Aujourd'hui, la technologie permet beaucoup à notre diaspora, c'est-à-dire que ce soit à travers le contact direct ou bien en étant sur place ou en travaillant à distance. Beaucoup sont en train d'investir et proposent. La technologie aujourd'hui a ouvert la voie, y compris à la jeune génération, que quand on voit ce dont souffrent leurs parents en matière de racisme ou en matière de xénophobie, il y a 3 millions et plus d'Algériens en France, donc c'est important, chiffre très important. Donc, il ne s'agit pas simplement du rendez-vous électoral qui les oblige à être eux-mêmes. C'est toute l'année, donc durant toute cette campagne à laquelle ils font face, les a obligés à réfléchir sur leur devenir, non pas en Europe, mais en dehors de l'Europe. Beaucoup font le chemin du retour, beaucoup cherchent, et ce n'est pas simplement il faut tout révéler ça,
statistiques parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'immigrés qui sont retournés en Algérie pour créer de la richesse avec des startups, il y a même des sommités qui sont rentrés en Algérie, des États-Unis, qui, dans le domaine de la technologie, nous connaissons pas mal de noms. Ils ont même des sociétés en Algérie, aux États-Unis ou en Europe, mais qui travaillent pour l'Algérie, non pas pour leur propre intérêt, mais pour l'intérêt du pays, puisqu'ils engagent leur savoir-faire, et en retour, ils forment des Algériens, ils importent leur savoir-faire, ça dépend de quel coin on est. Donc, il y a cette volonté de participer. Le vote n'est qu'un rendez-vous conjoncturel, mais l'action et l'engagement de la diaspora ou de l'immigré ou de l'Algérien en Europe, il est constant à travers la participation des débats. On suit tous les débats. Il faut voir le foisonnement de messages, le foisonnement de publications de la diaspora lorsqu'il s'agit d'un événement quelconque, sportif, politique ou culturel. Il y a toujours cette participation. L'intérêt est pas simplement, c'est-à-dire que ce n'est pas une question simplement d'intérêt. Il y a ce rattachement qui est presque sanguin, viscéral entre l'Algérien de l'étranger et son pays. Donc, il faut comprendre bien la mentalité d'un émigré. Il est d'abord parce qu'il a son identité qu'il doit préserver, sa culture qu'il doit préserver, et c'est le fait de s'affirmer à travers sa culture. C'est difficile aujourd'hui à travers tout ce que c'est-à-dire les campagnes qui le visent, qu'ils veulent qu'il se détache de sa culture, et le seul moyen de les préserver, c'est justement de rester avec cette attache. Et l'élection constitue une occasion, peu importe de quel bord que l'on soit, qu'on soit pour l'un ou l'autre, pour tel ou tel candidat, mais c'est une occasion, certes, pour le faire, mais elle n'est pas la seule. Mais c'est un lien avec le pays. Alors justement, Bedis Khnissa, il y avait des craintes sur la 3e et 4e génération des Algériens de l'étranger, qu'il n'y ait pas ce lien fort comme avec la première et deuxième génération d'émigrés algériens. Aujourd'hui, il y a, on l'a vu, l'autorité nationale indépendante des élections qui met à la disposition des votants des applications de localisation et même ce système de procuration qui peut être établi d'ailleurs pour la diaspora dès le 3 septembre. Par un acte dressé devant le président de la commission communale. C'est pour donner un exemple justement pour les facilitations qui sont mises en place pour justement encourager ce vote et que les Algériens de l'étranger votent un maximum. Donc pour les grands invalides ou infirmes, les travailleurs, les universitaires et étudiants ou en formation et les corps constitués évidemment. Donc c'est quelque chose que l'Algérie tente de maintenir. Qu'en est-il justement pour la 3e et 4e génération? Est-ce que ce lien est évident selon vous? D'abord, Samia Bacha, permettez-moi peut-être qu'on nuance un peu sur cette notion de pays refuge ou de pays de substitution. Je ne suis pas très à l'aise avec ça, dans le sens où, et je sais, je perçois et j'entends ce qui a été dit, j'aimerais juste qu'on nuance dans le sens où aujourd'hui la diaspora ne considère pas le pays parce qu'il y a une situation conjoncturelle ou de crise qu'ils aillent ou ils retournent vers le pays. Mais ça peut renforcer, Bedis Khnissa, ce que disait Kamel Mensali, c'est que ce sentiment, parfois, pardonnez-moi, d'insécurité à différents niveaux, notamment en France où il y a ce discours assumé anti-islam, voilà, et donc peut susciter ce sentiment chez les Algériens de France. C'est ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire par là, c'est que ce processus d'impatriation que j'ai qualifié, c'est-à-dire un retour au pays, c'est enclenché depuis quelques années déjà. Donc oui, la crise est mondiale, mais quand vous prenez des pays, notamment comme les États-Unis, comme le Canada, où on assiste aussi à une vague de retour vers le pays, c'est déjà... Je vais vous donner un exemple très concret. Dans le cadre de mes fonctions, notamment, et de mon travail de proximité avec la diaspora, notamment en France, sur les samedis de la diaspora notamment, où je rencontre des porteurs de projets,
c'est des gens qui sont d'une catégorie socio-professionnelle assez élevée, CSP, CSP++, des chefs d'entreprise qui sont très bien intégrés, qui ont leurs enfants qui sont intégrés dans de grandes écoles, mais qui souhaitent aujourd'hui effectivement, parce qu'ils se sentent encore une fois valorisés, considérés dans cette Algérie qui encore une fois renoué avec l'espoir et qui leur a donné cette plateforme, cet écosystème adéquat et favorable pour pouvoir l'exprimer. Je ne dis pas effectivement que la situation conjoncturelle ne joue pas ou ne pèse pas dans l'équation, peut-être elle accélère, mais pour revenir d'ailleurs sans transition avec votre question notamment sur la 3e et 4e génération, où effectivement là, la typologie sociétale de cette génération, notamment effectivement, perçoit peut-être à une perception sociétale cette double identité, voire même parfois de crise identitaire, avoir un pied d'un côté, un pied sur l'autre. Ils souhaitent justement aujourd'hui, peut-être dans un travail profond de recherche, qui a été, je pense, fait et aussi aidé et facilité par la communication, vous l'avez évoqué tout à l'heure, tant par les autorités, mais aussi aujourd'hui par l'ANI comme instance qui régit, encadre les élections. Donc il y a ce lexique discursif aussi qui a été évoqué par les autorités et aussi par l'ANI aujourd'hui. Il y a aussi cette approche, notamment de cette diplomatie bienveillante envers ces enfants où ils se trouvent. Et là, je reviens sur un acte tragique qui est celui de l'assassinat de Naël l'année dernière, où nous avons tous assisté d'une manière singulière, mais surtout d'une manière historique, à ce communiqué des affaires étrangères qui consiste à évoquer, en tout cas rappeler l'intérêt des autorités algériennes vis-à-vis des conditions de vie et de sécurité, notamment de ces ressortissants où ils se trouvent. Donc c'est toute cette agrégat de facteurs qui aujourd'hui effectivement jouent dans la balance du retour vers le pays. Maintenant, de la 4e génération, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été créées et on est aussi dans une Algérie où le monopole des initiatives est banni. Donc aujourd'hui, il y a cette libéralisation de l'initiative où plusieurs associations œuvrent dans ce travail de passerelle historique, de passerelle aussi culturelle, notamment cette génération, 3e, 4e génération, qui se sont déracinées socialement parlant, mais qui aujourd'hui trouvent là aussi un pays qui est leur pays d'origine, dans lequel ils apprennent à le connaître parfois à travers des voyages ludiques, des voyages culturels, des voyages estivaux notamment dans le cadre des vacances, et qui reviennent des idées plein la tête, notamment vis-à-vis de leur background, vis-à-vis de leur projection aussi. Certains même se voient retourner, je parle avec des jeunes, et je vous dis des jeunes de moins de 20 ans qui se voient en fait être actifs dans la vie active en Algérie, non pas en France ou ailleurs. Donc je pense qu'il y a cette notion qu'il faut vraiment rappeler à chaque fois, que cette génération n'est pas perdue, puisqu'aujourd'hui elle renoue, aujourd'hui elles se sont écoutées, aujourd'hui surtout à travers le Haut Conseil de la jeunesse aussi qui a été créé, leur a donné cette caisse de résonance qui leur permet encore une fois de s'exprimer d'une manière factuelle et concrète et non plus à travers des slogans comme on a pu le voir peut-être des décennies en arrière. Oui. Alors avant de reprendre avec notre invité Nazim Sini, je vous propose de revenir encore une fois sur le travail de la délégation de l'ANI qui s'est aussi rendue en Italie pour s'acquérir là aussi des préparatifs en vue du scrutin présidentiel, et la densité de la communauté algérienne de cette circonscription électorale est considérée comme relativement faible, avec moins de 33 000 membres, mais la société civile y est très présente et c'est un élément très important, notamment à travers des campagnes de sensibilisation. On voit tout cela avec Arafat Belhouchet. L'Italie, l'un des pays les plus proches de la rive nord de la Méditerranée, y compris sur le plan culturel, abrite depuis quelques années une petite communauté algérienne, certes, mais très attachée à son pays. On a à peu près 33 000 ressortissants algériens en Italie. La moitié de notre communauté se trouve au nord du pays, parce que le nord, c'est l'industrie, par contre, on trouve l'autre moitié entre le centre et le sud du pays. C'est une immigration bien organisée, surtout au nord du pays. C'est une immigration qui est très attachée au pays. Un lien que l'État s'efforce de renforcer quotidiennement, selon les déclarations de l'ambassadeur d'Algérie sur place. Je ne dis pas chaque jour, mais à chaque fois on reçoit des instructions, on reçoit des recommandations, des instructions pour bien prendre en charge la communauté et essayer toujours de lier cette communauté à la nation et faire contribuer la communauté dans le développement du pays.
Ici, quelques 7500 électeurs sont attendus du nord au sud en passant par le centre. Les préparatifs pour les accueillir sont en place dans les différents centres de vote, dont certains itinérants, puisque la circonscription de Rome couvre jusqu'à Sarajevo. On a deux bureaux. On a un bureau fixe qui est au niveau du consulat, de la section consulaire, et on a un bureau itinérant qui couvre 4 ou 5 régions. Donc, le bureau va commencer à partir de Sarajevo, c'est un autre pays, et on va passer par Ancona. Après, on va vers Petroja et Viterbo. D'abord, on a deux consulats. On a un consulat général à Milan et un consulat général à Naples. Donc, il y a 10 bureaux. Donc, 5 bureaux au niveau du nord et 5 bureaux au niveau du sud. Contrairement aux bureaux délocalisés, les bureaux itinérants changent d'emplacement, d'où l'importance de bien communiquer les adresses. On a le site internet, on a les réseaux sociaux de l'ambassade, Facebook, Twitter, et on a les relais. Nos relais, ça veut dire on compte beaucoup sur le mouvement associatif pour nous accompagner dans cette opération. On a pris toutes les mesures nécessaires, réglementaires, pour assurer la transparence des élections et la neutralité de l'administration. Et comme dans tous les autres postes diplomatiques, à Rome et partout en Italie, ce sont les membres de l'ANI qui gèrent toute l'opération, de même que les candidats peuvent surveiller le scrutin à travers leurs représentants. Et on revient donc à cette question avec vous, Nazim Sini, cette question de nationalisme ou transnationalisme des Algériens de l'étranger. Nationalisme et transnationalisme à distance, est-il réel selon vous? Si le lien affectif, on le disait, est établi, est-ce que cette diaspora peut concrètement participer selon vous à la gouvernance, au mode de gouvernance en Algérie, pour ce qui est des activités, par exemple, des activités politiques transnationales menées par les émigrés ou les Algériens de l'étranger? Il faut un encadrement politique qui n'est pas réellement présent. Est-ce qu'on doit compter justement sur l'apport des partis politiques qui doivent s'engager dans ce sens et de la société civile? On le dit aussi assez souvent. Écoutez, moi je serais plus adepte de dire qu'il faudrait que la société civile justement puisse encadrer cette communauté nationale. D'abord parce qu'elle est hétéroclite. Vous savez, tout à l'heure vous l'avez dit sur le plateau, elle est de différentes obédiences, elle peut voter, enfin elle peut avoir des idées très libérales mais être attachée à des valeurs sociales. Elle a aussi envie de contribuer dans le système de gouvernance politique, économique, voyez, et même culturelle pour faire rayonner l'Algérie. En fait, son objectif profond, parce que vous savez, il faut comprendre que l'Algérie, c'est une part d'eux-mêmes. C'est-à-dire que la plupart de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, on l'a dit, ils sont viscéralement attachés à l'Algérie, comme une partie, comme un organe à part entière dans leur corps. Donc ce qui fait qu'il y a une véritable volonté de voir rayonner ce pays dans différents domaines. Mais moi je pense, et c'est là où vous avez raison, je vous rejoins, il va falloir à un moment donné encadrer et puis surtout canaliser toute cette énergie. Parce que vous savez, nos compatriotes qui vivent à l'étranger débordent d'idées, foisonnent justement de projets et ont énormément d'énergie. Mais il va falloir canaliser, encadrer et surtout orienter cette communauté nationale dans l'intérêt suprême de l'Algérie. Puis vous savez, j'aimerais aussi rajouter une chose, c'est que les premiers ambassadeurs de notre pays, c'est les Algériens de l'étranger. Ça, il faut absolument le dire et le rappeler. Donc pour moi, c'est très important qu'elle soit impliquée dans la construction, l'édification de l'Algérie que l'on souhaite voir pour les 5 ou les 10 ou les 20 prochaines années, avec une économie prospère, une ADN sociale très forte, un État-providence qui doit continuer à assurer ses fonctions. Et je pense que la contribution de notre communauté nationale est indéniable. On ne pourra plus désormais dissocier les Algériens d'Algérie puis les Algériens de l'étranger. Mehdi Srenissa, assez brièvement sur cette question, puisque vous êtes membre de l'Observatoire national de la société civile, vous êtes à même de répondre justement à cette question et pour ce qui est donc de l'encadrement des initiatives et des activités politiques de la diaspora algérienne à l'étranger. Alors, si je dois y répondre correctement et efficacement, il me faudra un peu plus que brièvement, si vous permettez. Mais je vais me contenter de tout le temps. Pas trop long, parce que la question elle est profonde et elle est telle. C'est un chantier en soi. Donc, moi, je rejoins exactement ce que Nazim vient de dire. Moi, j'aime dire accompagner au lieu d'encadrer, puisque
L'idée, c'est justement de laisser cette force positive s'exprimer, mais surtout aussi converger au degré justement des projets communs. Je reviens encore une fois, et je prêche pour ma paroisse dans les samedis de la diaspora, où on a pu justement faire connecter des gens, parce que parfois il suffit de rien, il suffit juste de faire connaître les gens et les connecter, ce qu'on appelle le networking, oui, qui est une notion très importante, notamment au sein de la diaspora. Quand on revient à des diasporas qui ont été évoquées tout à l'heure, notamment turques et d'autres, notamment africaines, congolaises et autres, c'est le networking qui a permis effectivement de transcender ces actions, transcender les projets, mais surtout de les faire converger dans une synergie positive et constructive. Donc au sein de l'Observatoire, effectivement, depuis quelques années, il est jeune de naissance, ceci étant, avec ce travail de fond, de proximité qui a été fait. Vous l'avez évoqué tout à l'heure par les chiffres, et les chiffres sont têtus. On parle de plusieurs millions, notamment de ressortissants, de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Ceci étant, il y a une dynamique positive qui se crée à travers cet accompagnement bienveillant, cet accompagnement, je dirais, d'orientation qui donne le cap et qui facilite notamment avec les autorités algériennes, avec aussi le programme qui a été fait à ce jour notamment, et qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y a quelques jalons qui ont été accomplis. Ceci étant, encore une fois, beaucoup reste à faire. Et d'ailleurs, j'invite de cette tribune toutes les bonnes volontés, les forces vives, puisqu'on parle de force de proposition, de force de levier d'action, de levier d'influence, de pouvoir exprimer enfin cette diplomatie de la société civile à travers notre diaspora, où je reviens encore une fois sur cette notion d'ambassadeur en première ligne. Première ligne, c'est-à-dire pour non seulement faire rayonner l'Algérie, cette Algérie audacieuse et ambitieuse, mais surtout aussi pour défendre ses intérêts et ses acquis et défendre l'État-nation. Kamel Mensari, une dernière question sur justement l'aspect politique. Certains estiment que la communauté nationale à l'étranger est sous-représentée, notamment dans les institutions algériennes, précisément à l'APN, à l'Assemblée populaire nationale. Faudrait-il envisager d'accorder plus de sièges à la diaspora algérienne et donc réformer le code électoral? Justement, c'est une revendication qui revient très souvent. Très souvent, donc, exactement. Il y a eu certes une augmentation du nombre, mais ça reste toujours est-il que par rapport au nombre de la population. Il n'a pas évolué depuis 1997. C'est 7 à 8 millions d'Algériens dans le monde. Oui. C'est-à-dire si on compte la France bien prend la part du lion, mais toujours est-il que cette diaspora, si aujourd'hui cette diaspora est plus impliquée donc, dans le débat algérien, s'intéresse à ce qui se passe, elle est attentive à la respiration de l'Algérie, donc forcément elle doit s'impliquer parce qu'elle a des propositions à faire, elle a du moment ce qu'elle peut apporter à l'Algérie. Donc c'est le fait qu'elle ne soit pas effectivement représentée pose un problème, c'est-à-dire à qui. Et généralement, lorsque le représentant n'appartient pas à une obédience ou bien ne représente pas la conviction d'une majorité ou d'une minorité par rapport ce n'est pas elle ne reflète pas tout le microcosme ou le kaléidoscope de la communauté algérienne dans toute sa diversité à travers le monde. Donc ça pose problème. La deuxième des choses, c'est l'encadrement. Donc ce n'est pas simplement la représentation au niveau du Parlement qui est importante. Il faudrait qu'il y ait non seulement des conseils de l'immigration, parce qu'on a eu des assises, il y a eu auparavant des assises sur l'immigration, on a fait appel et on y a eu des tentatives de créer un conseil de la diaspora qui n'a pas abouti, donc on ignore pourquoi, parce on a entendu ça dans la presse, il y a eu même des tentatives qui venaient de la France, donc il y a aussi une différence entre la diaspora anglo-saxonne, celle qui se trouve aux États-Unis et au Canada, celle qui se trouve dans des pays du Golfe ou en Asie, et celle qui se trouve en France. Donc, qu'est-ce qu'il faut un think tank pour réfléchir à la faisabilité la question de du tout think ça? tank a été posée. Oui. Pas simplement un think tank, mais plusieurs. Parce qu'il y a beaucoup de segments dans lesquels elle peut participer. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'Algériens qui sont à l'étranger ont été formés par les universités algériennes. Oui. Ils sont partis justement pour parfaire leur cursus universitaire et pour aller. Mais le retour n'y est pas. Donc il faudrait qu'il y ait le canal permanent. Ce n'est pas un canal de conjoncture. On se rappelle de cette communauté le temps d'une élection, mais il faudrait qu'il y ait un travail annuel, constant, permanent de contact. Aujourd'hui, la communauté algérienne à l'étranger n'attend que ça, c'est-à-dire depuis des années. Donc, qu'est-ce qu'il faut apporter à l'Algérie? Bien évidemment, il faut tenir compte de la spécificité de chaque communauté, de celle qui se trouve aux États-Unis elle est différente de celle, mais il faudrait trouver des terrains d'entente ou bien des ponts pour pouvoir rassembler toute cette
cette communauté, loin des divergences, loin des contingences et loin des intérêts étroits. Donc il faudrait qu'il y ait, c'est vrai, c'est un travail titanesque qui va demander beaucoup d'efforts. Il faudrait convaincre les gens, qu'il y ait une possibilité d'être sur le terrain et d'apporter sa contribution au développement de l'Algérie, parce que les potentialités existent, et il faudrait aussi faire en sorte à ce que le biotope, c'est-à-dire l'environnement dans lequel la communauté soit favorable et conforme aux objectifs et à les projets qu'ils veulent concrétiser. Donc il faudrait que, certes, beaucoup se retrouvent dans des pays très très développés et travaillent dans des domaines de pointe. On en connaît beaucoup aux États-Unis, sans citer leur nom, on les connaît, sont célèbres. Donc c'est ces gens-là qui ont les moyens d'apporter une contribution. Il faudrait qu'ils trouvent l'environnement, le biotope dans lequel ils peuvent évoluer sans contrainte. Alors, justement, je voulais poser la question à Nazim Sini. En 2012, on disait, il y avait des chiffres en tout cas qui affirmaient que entre 400 000 et 600 000 personnes de la diaspora algérienne installées en Amérique du Nord, États-Unis, Canada précisément, étaient composées de hauts diplômés. C'est une élite algérienne qui est donc installée dans ces deux pays précisément. Faut-il, selon vous, calquer le modèle de certains pays qui ont réussi à intégrer leur communauté à l'étranger dans leur tissu économique, ou est-ce qu'il nous faut un modèle local, j'ai envie de dire, pour réussir ce projet ? Que l'on ait notre propre recette avec nos propres ingrédients, parce que le chiffre que vous avancez, vous savez, pour moi, il est minime. Je suis persuadé qu'à travers le monde, notamment en Asie du Sud-Est, dans les pays du Golfe et même en Europe, on doit avoir des cadres, des ingénieurs de haut niveau, que ce soit dans le domaine du nucléaire, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie ou de la technologie de pointe ou de la finance, etc. On a une composante des Algériens qui vivent à l'étranger qui est vraiment doté, j'allais dire, d'un background qui est surdiplômé et qui peut avoir un vrai apport et qui peut contribuer justement à l'essor de l'économie nationale. Maintenant, votre question, elle est très pertinente parce que maintenant, la question qu'il va falloir se poser, c'est quelles sont les passerelles que l'on doit jeter avec cette communauté pour l'inciter à minima à revenir au pays, ou du moins à travailler davantage et à coopérer davantage avec le pays. Et c'est là où je pense que, vous savez, cette communauté-là n'est pas attirée par des conditions financières. Elle est plutôt attirée par des projets. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'ingénieurs, de start-upers, etc., en France, également en Belgique, qui me disent, moi, je suis prêt à donner de mon temps, je suis prêt à donner de ma matière grise à l'Algérie, mais pour peu qu'on m'accueille dans de bonnes conditions, et c'est-à-dire qu'on m'ouvre à des projets qui soient intéressants et viables. Et encore une fois, là, on va ouvrir un autre chapitre qui est les facilitations. Donc, j'anticipe sur votre question. Les facilitations que l'on peut offrir à cette communauté-là, c'est surtout qu'on puisse libérer les énergies, qu'on puisse libérer les initiatives. Vous savez, on en entend très souvent parler. Et là, c'est ce qu'elle demande, c'est de dire, laissez-nous travailler avec l'écosystème local en étroite collaboration. Et je suis persuadé qu'il y a des synergies. Maintenant, il faut que derrière, ça soit fait de manière structurée, avec une volonté politique, mais aussi avec des projets attractifs et structurants. Mehdi Srinissa, on terminera sur cette question. Justement, est-ce que la société civile participe activement et concrètement à libérer ces initiatives et à organiser le retour de certains immigrés ou des Algériens de l'étranger, justement, pour que le pays puisse exploiter, n'étant pas le mot, mais profiter justement du know-how de cette diaspora d'élite? Écoutez, ce qu'on peut dire à ce jour, notamment à travers les statistiques et les indicateurs au sein même de l'Observatoire national de la société civile, c'est que déjà notre société civile s'imbrique entre les deux rives. C'est-à-dire que notre société civile, à l'échelle nationale, est en étroite collaboration, et c'était d'ailleurs une agréable surprise de voir le tissu associatif notamment, dans cet aspect de complémentarité sur des aspects notamment sanitaires, médicaux, je parle de maladies rares ou autres, donc il y a cette complémentarité qui a déjà apporté une valeur ajoutée. Maintenant, vous savez, c'est un peu l'approche du verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, quand on évoque l'accompagnement de cette diaspora, c'est l'accompagner pour pouvoir justement
et c'est ce que je disais tout à l'heure un peu, faire converger ces porteurs de projets vers un espace adéquat. Moi, j'aime dire effectivement de garder toujours cette culture d'État qui consiste effectivement en non seulement analyser intrinsèquement la typologie de cette diaspora pour comprendre aussi qu'elle obéit, enfin je dirais qu'elle évolue plutôt dans un écosystème parfois délétère, parfois même dangereux, notamment contre les intérêts de notre nation. Donc il y a tout cet aspect qui consiste à quand même, pour prendre peut-être une expression très triviale, marcher sur des œufs, mais ceci étant, et c'est ce qu'on essaie en tout cas et s'efforce, que ce soit au Conseil de la jeunesse, à l'Observatoire, il y a aussi d'autres instances, notamment de technologie, notamment qui a donné des espaces d'expression, notamment à toute notre élite et chercheurs à travers le monde, pour s'organiser. Je pense que c'est le maître mot, et d'avoir un vis-à-vis patriote, un vis-à-vis défini, identifié avec une feuille de route, avec une roadmap, identifié, mais surtout aussi pour qu'il puisse être justement ce vis-à-vis et ce porteur d'idées, ce porteur de force de proposition fiable, mais surtout viable et surtout qui est ambitieux, puisque vous l'avez tout à l'heure évoqué à juste titre, nous avons une diaspora qui veut s'investir sans compter de son temps, mais sans compter aussi de son argent. Pour preuve, j'en veux pour preuve, tous ces voyages vers l'Algérie pour explorer, pour tenter, pour rêver, enfin pour peut-être tenter le rêve algérien, je dirais aujourd'hui, à la lumière de cette Algérie nouvelle qui justement porte et favorise l'écosystème aujourd'hui. Donc il est très important oui, c'est les petits ruisseaux qui font des grands fleuves, c'est aussi bon à cette diaspora de pouvoir s'encadrer, se structurer. Et là, je reviens, si vous me permettez, très rapidement aussi, parce que si nous devons faire un diagnostic, je dirais, juste, il faut aussi reprendre certains aspects, notamment, qui ont joué en défaveur de cette organisation tant attendue, à savoir parfois des calculs étroits, parfois aussi des aspects despotiques et claniques, notamment sur certaines initiatives qui n'arrivent pas à voir le jour, qui sont parfois même tuées dans l'œuvre, malheureusement. Et souvent, c'est l'ego, c'est parfois excusez-moi l'expression, ce zarimisme de certains membres ou certains marginaux, là, j'entends bien, et qui font qu'aujourd'hui, ils sont exclus justement de cette nouvelle équation qui a créé une dynamique dans laquelle tout le monde a pris part, tout le monde a pris le train de ce développement intrinsèque de l'Algérie, qui soit un développement durable, développement économique et même social et politique. Merci beaucoup, Bedis Nissa. Je rappelle que vous êtes membre de l'Observatoire national de la société civile. Merci à vous, Kamel Mensali, directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant et consultant de la chaîne. Et merci à Nazim Sini, enseignant en économie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt.